Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau JMT numéro 32. Aujourd'hui, nous allons avoir quelques sujets plutôt concis, mais franchement intéressants. En tout cas, si seul l'un de ces sujets vous intéresse, eh bien vous trouverez le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Bon journal! Depuis de nombreuses années, j'aide les membres de ma communauté à faire le bon choix en matière de véhicules d'occasion, que ce soit dans mes vidéos ou de manière individuelle. C'est dans le même esprit que je vous présente Car Vertical. Vous êtes intéressé par une voiture et vous voulez en savoir plus sur son passé. Car Vertical est là pour vous fournir les informations. Avec un rapport Car Vertical comme celui-ci, vous pouvez directement détecter des anomalies administratives, les saisies ou l'historique de la voiture qui vous fait de l'œil. Mais c'est loin d'être tout. Vous pouvez savoir si elle a subi des dommages et quelles ont été les réparations. Vous avez les mêmes photos contenues dans le rapport d'expertise si elles existent. Dans le cas de ce vrai rapport Car Vertical, vous pouvez voir l'étendue des dégâts. Vous pouvez aussi avoir les informations de réparation mineures comme un remplacement de pare-brise par exemple, pour lequel il n'y a pas eu de photo expertise. Toutes ces données sont collectées dans les bases de données officielles de 35 pays. Si la voiture dont vous voulez le rapport est inconnue dans les bases de données, ou si elle ne contient aucune donnée, vous serez remboursé de vos crédits afin de pouvoir les utiliser pour une autre occasion. Il est toujours intéressant de savoir quelles ont été les anomalies d'une voiture d'occasion. Et s'il n'y en a aucune, eh ben c'est tant mieux. Si vous aussi, vous voulez tout savoir sur une auto que vous convoitez, ou même sur celle que vous possédez déjà, utilisez le lien Car Vertical que vous trouverez en description et en commentaire épinglé. Vous avez 20% de remise avec le code TCG20, donc n'hésitez pas à vous en servir. On commence directement ce journal avec une annonce plutôt bien accueillie par le public, et plutôt mal accueilli par certaines formations politiques, à savoir la suppression des zones de faible émission mobilité dans les villes. C'est fait, l'Assemblée nationale a voté, à 98 voix pour et 51 voix contre, l'abrogation des zones à faible émission mobilité dans la nuit du 28 au 29 mai 2025 est actée. Est-ce à dire que cela signifie que les villes seront de nouveau ouvertes pour tous les véhicules? Eh bien, pas si sûr. En effet, il reste plusieurs étapes législatives à passer. Tout d'abord, le Sénat. Si celui-ci doit avoir pour rôle une sorte de second tour de vote, son avis peut être facilement outrepassé par l'Assemblée nationale si les députés décident une seconde lecture. Vous trouverez une explication de ce mécanisme dans la vidéo de mon confrère Defecator qui explique très bien les mécanismes politiques et législatifs de notre pays. C'est ici dans les fiches. Ensuite, il faut que le texte passe par le Conseil constitutionnel pour être contrôlé d'un point de vue légalité, et par le Conseil d'État sur le fond. C'est au sein de cette dernière instance que cela pourrait bien coincer pour les partisans de l'abrogation. Le texte voté est très éloigné du texte original, et ça pourrait poser problème. De plus, les ZFE ne sont pas franco-françaises, et sont issues d'une transposition de directives européennes relatives à la pollution de l'air. Déjà plusieurs fois visée par des amendes européennes, la France s'expose, avec la suppression des ZFE, à des pénalités de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais aussi à des demandes de remboursement de subventions pouvant s'élever jusqu'à 1 milliard d'euros. Clairement, si cette abrogation devient effective, elle risque de coûter cher, et pas seulement en argent. Alors que le consensus scientifique évalue à 40 000 par an le nombre de morts prématurées liées à la pollution de l'air, les maladies respiratoires et pathologiques qui en découlent pèsent lourdement sur les comptes de la sécurité sociale. Au-delà des chiffres, ce type de maladie représente aujourd'hui un mal-vivre pour des centaines de milliers de citadins. L'autre corollaire de cette abrogation est un retour à l'avant ZFE en ce qui concerne le bruit, tout aussi délétère pour la santé que les particules et autres gaz toxiques émis par les véhicules les plus anciens. Reste que les ZFE, en tant que tels, ne sont pas une mesure très populaire auprès des populations, mais pas non plus auprès des élus. L'abrogation de la ZFE, qui était trop restrictive et trop complexe à mettre en œuvre, si elle est effectivement actée, pourrait remettre en selle une autre solution longtemps repoussée, la taxe carbone.
N'imposant aucune restriction de circulation, c'est au niveau du porte-monnaie que les pollueurs seraient touchés. Ainsi, les propriétaires de voitures plutôt anciennes ne se déplaçant que peu ne seraient pas pénalisés, tandis que les gros rouleurs seraient incités à passer sur des véhicules plus vertueux. On s'attaquerait alors directement aux véhicules émettant le plus de pollution dans les faits, car ils roulent plus. Cette taxe sur le carbone, mais aussi sur les particules, pourrait être facilement appliquée sur les carburants. Ainsi, taxer fortement le diesel pour les particules, l'essence ou l'éthanol pour les émissions de CO2, et un peu moins le GPL, pourrait avoir un effet efficace sans mettre de côté ceux qui ne peuvent réaliser l'investissement d'un nouveau véhicule. Cela aurait aussi pour effet d'inciter les conducteurs d'hybrides rechargeables à les utiliser mieux pour ne consommer de carburant que lorsque c'est réellement nécessaire. Cela inciterait aussi les propriétaires de voitures thermiques à mieux entretenir leur voiture pour éviter les surconsommations et donc par corollaire les excès de pollution. En finalité, cette abrogation n'est pas une mauvaise chose. Au pire, elle rendra le problème de pollution urbaine rapidement insupportable, ce qui fera réagir les populations, et au mieux, elle donnera un nouveau système bien plus efficace et plus acceptable pour tous. À suivre assurément. Si vous suivez l'actualité des voitures électriques, vous connaissez désormais bien l'Electricity de Douai, manufacture du français Ampère, émanation de Renault. Ce que l'on sait moins, c'est que le constructeur aux losanges est en train de préparer une seconde usine à Novo Mesto en Slovénie, pour sa Twingo e-Tech. Cette unité de production a déjà vu passer toutes les anciennes générations de la petite citadine. Pour le futur proche, le constructeur français prévoit d'étendre largement sa gamme électrique, et l'usine de Douai a ses limites. Bien sollicitée par les Renault 5 et Alpine A290 en ce moment, qui ont fait un beau succès commercial, elle accueille aussi les Mégane et Scénic en ce moment. Avec la Renault 4 qui rentre en production, nul doute que les capacités des lignes sont sous tension. Si l'A390 sera assemblée à Dieppe, berceau historique de la marque Alpine, l'usine du Nord n'en assure pas moins la production des caisses en blanc, ce qui augmente encore la charge de travail. Or, Renault ne compte pas s'arrêter là. Le constructeur a en effet dans les cartons de nouveaux modèles électriques destinés aux particuliers. Austral et Rafale devraient elles aussi avoir une définition 100% électrique basée sur les plateformes Ampère Medium déjà utilisées par le Scénic. Ces trois autos devraient donc être produites à Palencia en Espagne. Le déplacement du Scénic permettrait de laisser plus de place aux petites électriques à Douai, mais aussi de pérenniser les productions de Kangoo et Master e-Tech à l'Electricity. En comptant la manufacture de Sandouville qui produira d'ici la fin de l'année les trafics estafettes et goélettes conçus par Flexis, cela portera au nombre de 5 les unités de production de véhicules électriques majeurs présents sur le sol européen pour le groupe Renault. Voilà qui augure d'un avenir plutôt optimiste pour les employés actuels et futurs du constructeur, contrairement aux politiques passées de délocalisation vers l'extérieur de l'Union européenne. Un exemple à suivre pour d'autres constructeurs qui lorgnent plutôt sur l'Inde ou l'Afrique pour contourner les taxes imposées aux véhicules électriques produits en Chine, tout en fabriquant à bas coût. Mais on en reparlera un petit peu plus loin dans ce JMT. Décidément, le marché chinois nous réserve de plus en plus de surprises ces derniers temps. Alors que son image de monstre industriel indestructible est encore très vive dans le grand public, nombre de nouvelles démontrent qu'il ne s'agit que d'une illusion. La Chine, au même titre que toute nation industrielle moderne, doit faire face à des situations compliquées. Après avoir encaissé une énorme déconvenue sur le marché de l'immobilier, c'est sur le terrain de la voiture électrique que l'industrie chinoise se fait désormais des cheveux blancs. Le boom des startups et l'implication grandissante de constructeurs historiques chinois dans le monde de l'électrique étaient attendus, mais en plus, de grands noms de l'électronique grand public et du monde de l'internet ont dopé de façon incroyable les investissements dans le domaine. Au même titre que pour les batteries, c'est le spectre des surproductions qui fait son apparition dans un marché de plus en plus saturé, ce qui a pour corollaire une guerre des prix peu en rapport avec les coûts de production. Alors que les marchés occidentaux comme les États-Unis ou l'Europe adoptent des mesures protectionnistes de plus en plus drastiques, le marché chinois se voit inondé de propositions diverses et variées qui n'ont plus de débouchés sur les marchés étrangers. Pour écouler la production, les grands noms que sont BYD, Tesla ou Geely ont donc décidé de faire de grosses remises, au risque de perdre de l'argent. Ce type de fonctionnement n'est pas nouveau et peut être réellement assimilé à une guerre civile économique. Cette pratique est appelée le dumping et peut avoir plusieurs objectifs distincts ou combinés. Par le passé, c'est le géant pétrolier Standard Oil qui avait utilisé cette méthode pour sa croissance. Monsieur Rockefeller en avait fait son cheval de bataille pour s'approprier à bas prix toute exploitation pétrolière hors de son contrôle sur le territoire américain.
Baissant les prix de ses produits largement sous son prix de revient et donc sous celui de ses concurrents, il misait sur sa puissance financière pour éponger les pertes. S'attaquant d'abord à de toutes petites exploitations, il parvenait à les mettre en quasi-faillite avant de leur proposer un rachat à vil prix. Nombre d'exploitants n'ont pas eu d'autre choix que de céder. Plus la compagnie grandissait, plus elle s'attaquait à forte partie, au point de devenir si importante qu'elle menaçait même l'équilibre économique du pays. C'est pour elle qu'a été créée la loi antitrust qui démantèle une entreprise lorsque sa taille ou sa puissance devient trop forte pour la sécurité du pays. Aujourd'hui, c'est surtout BYD et Geely qui jouent à ce jeu. Tesla est un peu à part puisque sa production est largement destinée à l'export. Contrairement à des XPeng ou NIO, BYD et Geely ont un atout de taille. Ils ne sont pas que des constructeurs de voitures électriques. Avec des gammes solides en hybride et pour BYD la production de cellules de batterie, les pertes peuvent être mutualisées au niveau du groupe. Reste que la situation pourrait devenir préoccupante si les startups commencent à perdre pied ou à tomber dans l'escarcelle de gros faiseurs. La réaction de Xiaomi ou Huawei est aussi attendue, et s'ils décident de jouer à ce jeu, la spirale pourrait rapidement s'accélérer et devenir intenable. Pour le consommateur chinois, l'aubaine n'en est pas moins alléchante, et cela promet des chiffres de vente énormes pour les voitures électriques. Reste que cette situation ponctuelle ne doit pas durer pour l'industrie chinoise, car cela causerait énormément de dégâts, comme un soufflé au fromage qui s'écroule après sa sortie du four. Cette situation est plutôt un atout pour les constructeurs européens qui ont misé sur une progression raisonnée en Europe, plutôt que sur des gains faciles et rapides en misant sur les marchés émergents pour leur production, ou pour écouler leurs voitures. À suivre en tout cas avec un grand intérêt. C'est officiel, Carlos Tavares a un successeur, et il n'aurait pas pu être plus différent de l'ancien patron. Pour brosser le tableau du nouveau patron de Stellantis, il faut revenir un peu dans le passé. Né à Naples il y a 51 ans, Antonio Filosa est très tôt intégré à Fiat, où il fait son ascension en même temps que le constructeur s'étendait. Après le rachat du groupe Chrysler, il devient le fer de lance du groupe FCA dans le Nouveau Monde. Il œuvre un temps sur les territoires sud-américains où il s'établit en épousant une architecte brésilienne. Avec un groupe Stellantis à la recherche d'une personne avec un pied dans plusieurs mondes, Filosa s'est rapidement imposé comme une option sérieuse. Ayant dirigé aussi bien Jeep que des entités Fiat, il a une expérience sans pareille dans l'entreprise. Son meilleur atout n'est pourtant pas là. Pour relancer la machine Stellantis, il fallait une personne charismatique, empathique et capable de susciter l'engagement sans contrainte. Tout l'opposé de Carlos Tavares. Lorsque ce dernier se targuait de redresser les comptes de constructeurs qu'il rachetait, au prix de casse sociale et de cession de patrimoine des marques, Filosa a une toute autre mission. Regagner la confiance des partenaires industriels, du personnel et des autorités politiques nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Laissant pour le moment les deux premiers types d'interlocuteurs à John Elkann, président du conseil d'administration de Stellantis, il se concentre sur les équipes en interne et en profite pour lancer un message fort. Aussitôt officialisé comme successeur de M. Tavares, le futur patron s'est rendu à Sochaux, Poissy et Mirafiori en préambule d'une tournée mondiale sur le terrain. Fini les visioconférences et le patron inaccessible. Filosa veut rencontrer les personnels afin de prendre le pouls de l'entreprise. Si le nouveau patron entame cette tournée, c'est justement pour se préparer à ces nouvelles fonctions qui seront effectives officiellement le 23 juin prochain. À partir de là, Antonio Filosa devra relever de nombreux défis dans les stratégies commerciales et industrielles des 14 constructeurs de la constellation Stellantis. Sur ce plan, le défi sera de redonner à chaque marque sa propre identité, tout en conservant une standardisation des process et des plateformes techniques. L'exemple de Renault pourrait bien inspirer le nouveau patron, qui a déjà travaillé d'ailleurs avec Luca De Meo au temps de leur passage chez Fiat. Utiliser des plateformes communes mais en les dotant de pièces spécifiques pour que leur caractère soit réellement distinct redonnerait à chaque marque un intérêt et des types de clientèle différents. Sur le plan de l'électrification, une bascule a déjà commencé mais très timidement. Avec les plateformes STLA Medium, on a vu la disparition des contraintes liées à l'utilisation d'architectures thermiques tout juste adaptées, mais sans aller aussi loin que Renault qui développe désormais ses autos comme des électriques pures et peut les adapter à l'hybride dans un second temps. Filosa devra prendre ce chantier à bras-le-corps rapidement pour ne pas perdre totalement pied sur plusieurs marchés, dont l'Asie et l'Europe. Sur le plan des usines, alors que Carlos Tavares semblait vouloir miser sur les pays émergents comme l'Inde pour faire des économies, Antonio Filosa a désormais l'opportunité de faire autrement. Avec des unités de production sur tous les continents, relocaliser les productions dans les régions où les modèles sont vendus serait un signal fort pour les pays, mais aussi pour les employés. Bref, Antonio Filosa a du pain sur la planche et les changements ne se feront pas en un jour.
Il faudra du temps pour retrouver la confiance de tous, mais le nouveau patron de Stellantis a tous les atouts en main pour y arriver. Surtout avec ses atouts maîtres, son sourire et sa sympathie. On lui souhaite bonne chance et sincèrement, j'espère qu'il parviendra à redresser cette magnifique entreprise qu'est Stellantis qui a bien souffert pendant les années Tavares. Décidément, Elon Musk n'a pas fini de perturber tout le monde avec ses revirements. Et c'est visiblement le cas aussi, même au sein de Tesla. La Tesla Compact, c'est une des arlésiennes de la marque qui n'arrête pas d'être malmenée par la rumeur. En 2024, l'agence Reuters, connue pour être très anti-Tesla, s'est fendue d'un communiqué pour annoncer la fin du programme pour une compacte abordable chez le constructeur. Cette annonce avait été vivement démentie par Elon Musk, provoquant des remous chez les actionnaires, mais aussi chez les cadres de Tesla en interne. En effet, la nouvelle était fondée et Elon Musk avait bien mis un terme à la compacte à bas prix avec des nouvelles technologies pour réorienter toutes les ressources de l'entreprise sur l'IA et Robotaxi ou Optimus. Lorsque les cadres inquiets ont posé la question à Elon Musk, il a bien confirmé que ce programme était arrêté. Musk a-t-il simplement répondu impulsivement, mécontent de voir ses décisions dévoilées publiquement, alors que ce n'était pas son intention? Est-ce par simple esprit de contradiction ou bien pour dissimuler autre chose qu'il a réagi ainsi? Clairement, c'est ce que certains observateurs soupçonnent, peut-être à tort d'ailleurs, vous verrez plus loin, mais cela jette une ombre sur la fiabilité des messages d'Elon Musk sur son réseau social. Mais bon, ça c'est pas une nouveauté. De plus, ce qui n'est pas nouveau non plus, c'est la surinterprétation des paroles du patron de Tesla, qui fonctionne souvent en mode premier degré. Visiblement, ce qu'a pu dénoncer Musk dans son tweet, ce n'est pas l'abandon d'une compacte révolutionnaire sur la même base technique que son cybercab, mais plutôt l'abandon de tout programme de compact abordable chez Tesla. En effet, Lars Moravi s'est exprimé sur le sujet et a précisé qu'Elon Musk a toujours continué à essayer de trouver des solutions pour une Tesla plus compacte et moins chère. Dès le début des rumeurs d'ailleurs, 2 programmes avaient été lancés. L'un avec des technologies nouvelles qui a donné le cybercab, et l'autre en Chine basé sur des architectures existantes, les modèles 3 et Y. C'est donc ce dernier projet qu'il faut attendre dans une version définitive d'ici la fin de l'année, et non une toute nouvelle voiture. Celle-ci aurait été conditionnée par l'ouverture de la Gigafactory mexicaine, qui est pour le moment en pause, si pas complètement abandonnée. Reste que sur le fond, autant Reuters que Musk peuvent s'opposer autant qu'ils veulent. Ils ont tous les deux une part de vérité, mais avec une présentation des faits très différente. Pour débrouiller le vrai du faux, il faudra attendre encore un peu, mais nul doute que Tesla nous prépare quelque chose qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Et en plus, cette fois, on n'aura pas trop à attendre l'arrivée des voitures dans les showrooms, puisque la production pourra démarrer sur les chaînes de 4 usines à la fois, rendant la disponibilité mondiale directe. À suivre en tout cas, avec un grand intérêt. Voilà, ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager le journal pour que il soit largement vu, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, je vous remercie d'avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao. Encore un grand merci à notre sponsor Car Vertical, et n'oubliez pas le code TCG20 qui vous donne 20% de remise sur votre rapport Car Vertical.